Voilà. Parce que là, c'est les journalistes, donc à un moment donné, il va falloir se mettre ailleurs. Finalement, dans près de 60 villes de France, cette grande chaîne de solidarité et de vigilance contre l'euthanasie, c'est parce qu'aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, se tient un débat à haut risque, à la fois biaisé et dangereux. Ce débat est biaisé parce que ce mot d'euthanasie, qui est dans toutes les têtes, le gouvernement a choisi de ne pas le prononcer. Non pas pour l'exclure, mais pour tenter de le contourner. Le Premier ministre, Manuel Valls, ne s'en est pas caché lorsqu'il a parlé d'éviter les mots qui fâchent pour avancer par paliers. Mais ce n'est pas contre les mots euthanasie ou suicide assisté que nous nous mobilisons. C'est contre la réalité que ces mots représentent. Le fait de provoquer délibérément la mort plutôt que de prendre soin d'une personne désespérée, très âgée, dépendante ou malade. Est également à haut risque parce que d'autres parlementaires de plusieurs partis et le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone lui-même, ne veulent pas en rester à la proposition gouvernementale. Ils ont déjà promis d'aller encore plus loin par des amendements légalisant explicitement l'euthanasie et le suicide assisté. Une troisième voie française, celle des soins palliatifs. Cette loi de 2005 ne devrait-elle pas, d'abord, être mise en œuvre de façon sécurisée? C'est-à-dire, il faut le préciser, sans les interprétations euthanasiques abusives qu'on a vu se développer ici ou là à travers de certains arrêts d'alimentation ou d'hydratation destinés à faire mourir. Aux soins palliatifs accessibles à tous dans toute la France. Message de Philippe Pozzo-Di-Borgo. Pourquoi me suis-je engagé avec Soulager mes patriotes? Me considérant comme un grand handicapé privilégié, il me semble de ma responsabilité de m'engager avec d'autres pour que ceux qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre, ceux qui souffrent trop, ceux qui sont trop différents, ceux qui sont fragilisés mentalement, puissent être considérés dans leur extrême vulnérabilité. La société dite valide, soumise à la pression de la performance et de la normalité, est sujette à un grand niveau d'anxiété, source d'exclusion. Amener cette société valide à prendre en compte la souffrance, la fragilité, la normalité comme étant partie intégrante de la condition humaine, permettrait de réconcilier l'individu avec sa condition. La société se réconcilierait avec toutes ses composantes dans le respect des différences, source d'un mieux vivre ensemble. J'ai passé 21 ans de ma vie dans cette condition de tétraplégie, pour le moins pénible, pour de nombreuses années en hospitalisation au centre de rééducation. J'ai toujours été touché et impressionné par le professionnalisme et l'engagement du corps médical et soignant. Quelle pourrait être leur réaction si on leur disait qu'à partir d'un certain état, ils ne sont plus concernés et on débrancherait la personne trop souffrante, trop atteinte, trop éloignée. J'ai rencontré lors de ma dernière hospitalisation un homme qui avait été touché par un polytraumatisme avec comme séquelle un traumatisme crânien et locked-in syndrome, comme Jean-Dominique Bobby du scaphandre et le papillon. Cela fait 17 ans qu'il est emmuré. Il y a une dizaine d'années, le professeur qui le maintenait en vie décide, sans consulter son épouse, d'arrêter son alimentation. Son épouse parvient à le faire revenir sur cette décision. Depuis, son mari a récupéré et parvient à communiquer sa présence par un léger mouvement du poignet. Depuis 3 ans, il dicte, en arrêtant par un mouvement de poignet l'alphabet qui défile. La première phrase de son livre à paraître est « Je m'appelle C, je suis vivant et je veux vivre ». On me dit que j'ai du courage, mais je suis plutôt saisi de terreur à l'idée qu'on aurait pu, dans une de mes crises de souffrance aiguë, couplée à un état dépressif, comme ça a été le cas après le décès de ma première épouse, répondre positivement à mon souhait de mettre fin à ce supplice. Heureusement qu'il est difficile pour un tétraplégique de se suicider et qu'aucune loi à l'époque ne permettait de se substituer à mon incapacité.
Plus que de courage, il s'agit donc de lucidité, pour éviter que notre société, déjà bien fragilisée, n'en vienne à trouver des solutions d'exclusion. La solitude, alourdie par cette exclusion, est une des grandes impasses de notre société dite performante. L'aspiration des fragiles à être réintégrés dans une société qui les considérerait et l'aspiration des valides à être réconciliés avec leur véritable nature sont de puissantes raisons d'espérer. Merci beaucoup et on remercie beaucoup aussi Philippe Pozzo qui nous soutient. Bonjour à tous. Si je rejoins aujourd'hui le mouvement Soulager mais pas tuer, c'est parce que je suis porteuse d'un handicap qu'on appelle le spina bifida. Le spina bifida est un lourd handicap, même si effectivement j'ai l'immense chance de marcher et j'ai fait mes premiers pas, j'avais 6 ans. Mais j'ai aussi, et ça ne se voit pas parce que c'est pas marqué sur ma figure, je suis incontinente à 100%. Et pourtant, je ne suis pas indigne de vivre du fait de mon incontinence. Non, j'aime la vie et je suis heureuse de vivre. Et ça, j'ai envie de le crier, même si ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Alors, j'entends des personnes qui me disent « Je ne pourrais pas vivre ce que tu vis ». Mais je ne leur demande pas de vivre ce que je vis. Je le vis moi-même et c'est déjà bien. C'est déjà important et ça me concerne moi. Mais je n'ai pas à entendre d'autrui que je suis indigne de vivre parce que j'ai une incontinence. D'ailleurs, c'est vrai que parfois, au quotidien, cette incontinence n'est pas facile à vivre. Mais je défie quiconque de me dire que sa vie est un long fleuve tranquille. Personne ne peut me dire, oui, ma vie, elle est facile, voilà. Oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler au nom des sans-voix, comme l'a dit Tugdual tout à l'heure, ou comme le dit si bien aussi Philippe Pozzo di Borgo, notre porte-parole. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est avec un handicap que l'on devient handicapé suite à un accident, ou tout simplement parce qu'on vieillit. Et ça nous arrivera à tous, quoi qu'on le veuille. Et qu'on est indigne de vivre. Non, ça c'est pas possible. Je suis contre l'euthanasie, je suis contre le suicide assisté et je suis pour les soins palliatifs parce que les soins palliatifs permettent d'être auprès des personnes, d'être à l'écoute des personnes, d'être là pour les aimer, pour les aider, pour les soutenir, pour être avec. Voilà. Et je suis aussi pour les soins palliatifs parce que tout est en douceur et on prend le temps d'eux. Et puis on cherche à faire que la personne qui est souffrante, qui est malade, puisse pour le moins possible souffrir. Pardon, excusez-moi. Même si elles ne bougent pas, elles sont des personnes. Merci beaucoup à Claire Boucher. Merci beaucoup. Alors effectivement, je suis psychologue en soins palliatifs et mon travail c'est l'écoute et l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leur famille souvent. Alors j'ai un exemple qui me revient, là je repense à Tania, une femme que nous avons accueillie dans l'unité dans laquelle je travaille. Et cette dame était vraiment plongée dans son angoisse, paralysée par son angoisse, et elle disait qu'elle trouvait que la fin était trop longue, qu'il fallait qu'elle parte. Voilà, on avait l'impression que tout était noir et que tout ça n'avait pas de sens. Et puis cette dame a été accompagnée, écoutée, soignée par une équipe vraiment qui l'a vue comme vivante. Et Tania s'est ouverte et elle a exprimé son angoisse qui était de parler de quelque chose d'important de sa vie à sa fille qu'elle n'arrivait pas à lui dire. Voilà, et quelque chose s'est ouvert, quelque chose a changé. Cette dame, Tania, a été assez transfigurée, assez changée. Voilà, alors cet exemple, pour moi, est assez représentatif de ce que c'est que la fin de vie. Plein de moments d'angoisse, c'est vrai, de moments difficiles. Et en même temps, et on ne le dit pas assez, la fin de vie, c'est une période
belle. Hein, c'est pas une période uniforme, c'est un chemin, c'est un processus. Ça peut être une période de développement personnel, d'épanouissement personnel, de transmission familiale, de réconciliation familiale. Et c'est tellement important, c'est très précieux. Voilà, alors aujourd'hui, moi psychologue, je m'inquiète d'entendre que la sédation pourrait devenir un traitement miracle, au moins un traitement de routine, et non plus un traitement de dernier recours irréversible. La sédation deviendra un traitement de facilité pour, soi-disant, soulager. Et je suis très inquiète, je ne suis pas la seule, nous sommes de nombreux soignants à nous inquiéter de cela. Voilà. N'allons-nous pas priver des personnes d'une période extrêmement précieuse, des familles d'une période extrêmement riche? Nous allons escamoter des périodes de développement personnel, d'épanouissement, de créativité, oui, parce qu'on est créatif en fin de vie. Voilà, quant à la question de l'euthanasie pure et simple, je suis vraiment du côté de nombreux soignants en soins palliatifs qui pensent vraiment que l'euthanasie n'est jamais la réponse adaptée à une souffrance exprimée. Jamais. Voilà, alors développons les soins palliatifs. Les soignants qui ont à cœur de se préoccuper de la qualité de relation entre nos patients et ceux qui les soignent. Dans ma pratique de médecin généraliste, je suis amenée à accompagner mes patients qui arrivent à leur fin de vie. À la fin de leur vie, ce sont des moments particuliers de l'histoire d'une personne. Ce sont des moments très instables et pendant lesquels nous devons nous adapter énormément. La loi Leonetti, la loi actuelle, nous permet d'accompagner les patients de façon adaptée, de façon proportionnée à leur état, avec une certaine souplesse qui est nécessaire. La plupart du temps, les patients acceptent des soins et des situations qu'ils n'auraient pas pu envisager auparavant et dans laquelle ils ne se seraient pas sentis capables d'assumer, de vivre. On vit avec les patients des phases de transition, en passant des traitements qui soignent aux propositions de soins qui accompagnent. Et cela ne veut pas dire qu'on renonce au bien-être ou au soulagement des douleurs. Et c'est là la place des soins palliatifs. C'est vrai que certaines situations sont complexes et nos limites sont parfois touchées. Alors ces limites, on voudrait les bousculer par la recherche. Mais j'ouvre là une parenthèse, si l'on s'oriente vers une euthanasie masquée, en proposant de faire une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, personne ne va vouloir faire de la recherche sur les souffrances en fin de vie. Et la tâche sera encore plus ardue, et les bénéfices pour les patients seront amoindris. Nous devons aussi dénoncer les situations de manque de formation et de moyens qui ont parfois conduit certains soignants vers des actes qu'ils regrettent aujourd'hui. J'ai choisi de faire médecine pour apporter aux patients une expertise et des soins adaptés à leur situation. Quand on pratique la médecine, on essaye d'évaluer à tout moment le bénéfice et le risque que nous prenons lors de nos propositions de traitement. Le nouveau dispositif proposé comme un droit pour le patient sous forme de directive anticipée contraignante compromet gravement le dialogue et la confiance. Si on nous oblige par la loi à intégrer une forme d'euthanasie masquée sous forme de sédation terminale ou sous forme de suicide assisté, alors nous allons perdre le sens de notre travail. Infliger la mort ne fait pas partie du travail d'un médecin. Bonjour, donc la question de la fin de vie est une question de santé et de société primordiale. Aujourd'hui, les soignants sont mal formés à l'accompagnement des personnes en fin de vie et il y a encore trop d'inégalités sur le territoire concernant l'accès aux soins palliatifs. Il faut savoir que seuls 20% des personnes qui auraient besoin de soins palliatifs y ont vraiment accès. Ce constat, il est unanime, il est fait aussi bien par les 606 étudiants en médecine qui ont rejoint notre mouvement et qui vont encore être nombreux à le rejoindre. Et il est fait aussi par nos doyens de faculté et par les politiques, dans le rapport SICAR ou plus récemment dans la proposition de loi Leonetti-Claes. Alors, face à cette situation, certains réclament la légalisation de l'euthanasie. Et face à cette situation, on demande une amélioration de notre formation. Il faut savoir que sur environ 5000 heures de formation de tronc commun,
on en a 8 à 10 sur la douleur et l'accompagnement en fin de vie. C'est quand même une énorme lacune. Alors on nous fait apprendre des listes de médicaments antalgiques. C'est pas très glamour, mais c'est nécessaire. Et puis voilà, mais c'est pas suffisant. Il faut nous apprendre à écouter. Et ça s'apprend parce que parfois, si on n'est pas à l'aise, on va tenter de fuir ces situations. Il faut nous apprendre à dialoguer. Et parce que la douleur doit être envisagée comme un tout. Il faut bien savoir qu'un symptôme physique peut révéler une angoisse. Et là, je me rappelle d'un patient qui était en phase terminale d'un cancer et qui était plié en deux de douleur et on ne comprenait pas, les médecins essayaient tous les médicaments qu'ils avaient, rien. Et puis la solution est venue de l'assistante sociale qui a réussi à comprendre que ce qui angoissait ce malade, qui était père de famille, c'était de savoir comment sa femme allait pouvoir continuer à gérer la maison, s'occuper des enfants et tout ça. Et donc elle a pu prendre le temps avec lui de mettre en œuvre les aides sociales et régler tous les documents administratifs pour le moment où il ne serait plus là. Et à partir de ce moment-là, le patient s'est complètement détendu et il a arrêté d'avoir mal. Donc c'est pour bien vous montrer que les médicaments, on en a besoin, mais il n'y a pas que ça. Et que justement, les étudiants en médecine doivent être formés à ce pas que ça. Il y a des nouvelles techniques, que ce soit l'hypnose, la physiothérapie, l'acupuncture, qui commencent à faire leurs preuves. Et c'est un champ d'exploration énorme. Donc il y a vraiment de gros progrès à faire. On ne nous en parle pas du tout dans les études de médecine. Et ce serait vraiment un bonus d'en entendre parler. Voilà, pour conclure, je voudrais rappeler que la mission du médecin est celle de soigner, celle d'accompagner jusqu'au bout, et ne peut pas être celle de donner la mort. Voilà, donc chers députés, ne vous laissez pas entraîner dans les rouages de l'euthanasie, parce qu'il y a plein d'autres solutions. Un grand merci à Alix Freinet. Dans la même expression, sédation profonde et continue, des pratiques légitimes de soins et des pratiques euthanasiques. Et là, il faut vraiment comprendre qu'il y a clairement une volonté de faire passer l'euthanasie progressivement, par étapes, successives et sans le dire. Alors bien sûr, dans la perspective des soignants, on peut penser que cette intention d'euthanasie sera marginale. Mais là, je reprends ma casquette de défense de la dignité humaine. Il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins européens. La réalité du terrain, la réalité des usages a engendré des dérives. Et à l'échelle de la société, on peut aussi craindre d'autres dérives, comme l'évolution des mentalités et l'installation d'une logique comptable qui pourrait pousser insidieusement à une euthanasie organisée pour des raisons économiques. En effet, il est plus facile d'organiser l'euthanasie ou le suicide médicalement assisté d'une personne que d'organiser dignement sa fin de vie. Prononcer, tuer dans le cadre de l'euthanasie, on me dit que je suis violente. Mais j'ose la vérité. Et nous devons chacun oser la vérité pour être en liberté. Oui, l'euthanasie, c'est tuer. La sédation peut aussi être euthanasique. Et nous le voyons. Notre Institut européen de l'éthique à Bruxelles maintenant reçoit régulièrement des mails, des courriels de personnes, des membres de la famille, mais aussi de soignants qui voient des choses, des dérives qui sont souterraines. Alors lorsque les journalistes viennent nous voir en Belgique, nous disent « mais montrez-nous ces dérives, montrez-nous là où ça dérape ». Nous ne pouvons pas leur montrer ce qui est souterrain. Nous ne pouvons pas leur montrer les sédations euthanasiques, puisque cela se passe entre un patient fragilisé, malade, et un médecin par l'intermédiaire d'une seringue. Nous ne pouvons pas leur montrer ça. Alors, les journalistes qui voudraient filmer les cas clandestins en Belgique sont souvent très déçus. Et pourtant, je peux vous affirmer sur l'honneur qu'ils sont là. Notre loi dépénalisant l'euthanasie n'a absolument pas freiné la clandestinité. Au contraire, les médecins jouissent maintenant d'une forme d'impunité pour
gérer la fin de vie de la personne qui demanderait à être euthanasiée ou la personne qui demanderait pas à être sédatée. Parce que 12 ans après, nous ne pouvons plus nous réveiller. Le mal est là, le mal est en route, la mort est là. Merci la France, résistez. Un grand merci à Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique. Merci de ces alertes qui sont précieuses. Merci aussi de nous faire remonter régulièrement et notamment, nous venons de l'entendre, le fait qu'au fond des pratiques de sédation euthanasique se répandent là où l'euthanasie a été légalisée explicitement. C'est vraiment important de le savoir et de le dire haut et fort. Et puis, Karine nous exhorte à faire entendre notre voix auprès des parlementaires. Une délégation de soulagés évacués sera tout à l'heure à l'Assemblée nationale, sera reçue par le président du groupe VFD France Valence. Symboliquement aussi, en pensant à toutes ces personnes qui sont sans voix et dans le silence et qui ont besoin de cette présence réconfortante de la solidarité de tous. De la banlieue un peu lointaine. Et puis voilà, Karine Brochier de Belgique, Valérie Duponchel de Lille, et puis Pierre Pellissier, Alex Freinet, j'oublie avec Marie Vanois, docteur Marie Vanois. Voilà, un grand merci à tous et à bientôt. Ce travail à faire d'explication que nous faisons aussi pour montrer au travers des soins palliatifs de l'engagement des soignants, aussi des volontaires et des bénévoles, qu'il y a toujours une solution pour les personnes qui nous préservent de cet interdit de tuer, qui, on le voit là où il est levé, nous fait basculer dans une autre culture extrêmement lourde et de conséquences pour les plus fragiles. Chers amis, si nous sommes réunis ici, si nous construisons simultanément dans près de 60 villes de France cette grande chaîne de solidarité et de vigilance contre l'euthanasie, c'est parce qu'aujourd'hui même, à l'Assemblée nationale, se tient un débat à haut risque, à la fois biaisé et dangereux. Ce débat est biaisé parce que ce mot d'euthanasie, qui est dans toutes les têtes, le gouvernement a choisi de ne pas le prononcer. Non pas pour l'exclure, mais pour tenter de le contourner. Le Premier ministre Manuel Valls ne s'en est pas caché lorsqu'il a parlé d'éviter les mots qui fâchent pour avancer par paliers. Pourquoi donc ce masque, cette dissimulation et ce déguisement? Le président de la République et son Premier ministre l'ont parfaitement explicité pour pouvoir affirmer qu'il y a un consensus. Car ils ont promis ce consensus au Parlement sur la fin de vie. On arrête. Là, il y a un truc à créer.